Tem a palavra a senhora doutora Manuelita Hermes, secretária de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores presentes. É com muita alegria que damos início à segunda edição do programa Diálogos com o Supremo, programa de difusão do conhecimento sobre temas relevantes e atuais em formato de palestras e exposições. O nosso objetivo é debater temas contemporâneos que provoquem reflexões, aprimorem discussões e fomentem ideias, de modo a contribuir para o fortalecimento do diálogo entre o STF e as demais instituições públicas e privadas e a sociedade civil e acadêmica nacional e internacional. E hoje temos em foco a liderança feminina, como meio de proporcionar a equidade. Trata-se, indubitavelmente, de tema atual, relevante e, eu ouso dizer, necessário. Em uma sociedade com as nossas origens históricas, marcadamente patriarcais, este tema precisa ser trabalhado. A liderança feminina ainda é incipiente e necessitamos amadurecê-la e naturalizá-la. Lembro que estamos no Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte do nosso país, hoje sob o comando e liderança de uma mulher, a presidente ministra Rosa Weber, quem, em 131 anos de história do STF, é a terceira a integrá-lo e a presidi-lo. Bem, não cabe a mim hoje expor e palestrar, mas sim a estimada professora e filósofa Gisele Xislac, doutora em Filosofia Política pela Universidade de Toulouse II, com pós-doutorado em Sociologia e em Ética aplicada pela Universidade de Montreal. Gisele hoje muito nos honra com sua presença nesta edição do Diálogos com o Supremo. A professora Gisele atua ainda como docente em cursos ofertados na École Nationale d'Administration, na França. É fundadora e CEO da Associação Internacional Open Mentoring Network. É especialista em inteligência coletiva, liderança feminina, gestão de talentos e implementação de redes profissionais. É autora de diversos livros, dos quais destaco Développer votre leadership, cultiver son influence pour entraîner de l'action. E também a obra, já traduzida para o português, Subversivas, a arte sutil de nunca fazer o que esperam de nós, que a professora gentilmente trouxe para presentear com dedicatória para cada ministro e ministra deste Tribunal Federal. Bem, passo a palavra agora à nossa convidada especial e espero que aproveitem muito a palestra. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Vocês me escutam bem? Eu quero agradecer à Suprema Corte pelo convite. Também quero saudar calorosamente a senhora ministra Rosa Weber, como a senhora Manuelita Hermes, pelo convite. Eu estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto tão importante, a liderança das mulheres. E eu, para começar, gostaria de falar um pouco sobre as mulheres, que são mais da metade da humanidade. E por que no mundo e nas instituições as mulheres não são suficientemente representadas? Por quê e como? Vemos que a mixidade tem
um impacto positivo. Por isso, é importante começar querendo saber onde estão as mulheres, pois o que não se mede não existe, o que não pode ser medido não existe. Quando falamos da mixidade das mulheres em posição de liderança, a primeira coisa que eu trago é a necessidade de fazer um mapeamento das mulheres. Onde estão essas mulheres? Para que nós não fiquemos pensando que trata-se de um problema de subjetividade individual, pois acredita-se que as mulheres estão em todos os lugares. Por exemplo, aqui temos mulheres, mas o que conta é observar onde estão essas mulheres em todas as posições, ocupando posições. Est-ce qu'elle s'assoit à la table du monde pour décider et pour prendre part à la conversation? Donc il faut toujours quantifier la cartographie des femmes pour qualifier et voir où se situent les femmes. Je commencerai mon propos par parler justement d'une étude du cabinet McKinsey, l'étude Women Matter, qui indiquait les données suivantes pour justement essayer de montrer et de mesurer l'impact de la mixité. Et une chose qui est très importante, c'est que la mixité est le précurseur de la diversité. Et quand on commence très souvent dans les organisations à faire entrer les femmes qui, sur le plan historique, sociologique et anthropologique, représentent l'autre, l'altérité, la première différence, quand on commence à faire entrer des femmes quelque part, eh bien on commence à ouvrir la voie pour en faire entrer plus de différences. C'est pour cela que la mixité est très souvent le précurseur de la diversité. Alors, si je reviens justement au cabinet McKinsey, en 2007, il avait écrit le premier rapport Women Matter. Et dedans, ils avaient étudié 89 entreprises européennes qui affichaient une capitalisation boursière supérieure à 150 millions. Je donne des chiffres parce que les chiffres sont objectifs. Et en fait, les entreprises qui avaient de la mixité, c'est-à-dire qui avaient au moins des femmes présentes dans leur comité exécutif, moins la présence de 2 femmes minimum, voire plus, dans les conseils d'administration, eh bien, avaient une rentabilité de données propres de 11,4% versus 10,3% pour ceux qui n'avaient pas un comité mixte. Donc, c'est un chiffre. Et le résultat opérationnel, c'était ça qui est intéressant, le résultat opérationnel était de 11,1% versus 5,8% pour des entreprises non mixtes au niveau des comités de direction. Et la croissance de bourse en 2 ans pour ces entreprises qui avaient des femmes était de 64% versus 47% pour celles qui ne l'étaient pas. Alors ces chiffres montrent bien tout l'intérêt de la mixité. Et aujourd'hui, les prévisions du fameux cabinet McKinsey, les prévisions de 2025, selon ce cabinet, c'est que les femmes représentant plus de la moitié de la population mondiale, ça nous le savons bien sûr, elles contribuent pourtant à 37,7% du PIB mondial, ce qui n'est pas grand-chose. Vous imaginez, nous sommes plus de la moitié sur cette planète et pourtant nous ne contribuons qu'à 37,7% du PIB mondial parce que nous n'avons pas accès aux lieux de pouvoir et aux lieux où on prend des décisions. Alors, selon McKinsey, leur prévision pour 2025, c'est que atteindre la mixité dans les organisations pourrait augmenter le PIB mondial de 12 trillions de dollars d'ici 2025. 12 trillions de dollars d'ici 2025. Et intégrer en plus 240 millions de travailleurs supplémentaires en réduisant le gender gap actuel. Donc ce sont des chiffres. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, commencer par ces chiffres pose le cadre de cette réflexion sur les femmes et l'importance d'avoir des femmes
en position de leader dans les organisations, parce que ça a un impact positif sur le bien collectif. C'est pas simplement une question de subjectivité individuelle, c'est un impact positif. C'est un impact sur la performance organisationnelle, c'est un impact sur l'économie mondiale. Et ça, c'est pas rien. Ça s'appelle le bien commun. Ça s'appelle une vision du monde. Donc, pour cela, il faudrait que les femmes soient davantage dans les lieux de décision. Je continue avec le Women Matter. Selon ce cabinet, les critères pour avoir plus de femmes, et les critères, disons, pour avoir plus de femmes leaders dans les organisations, c'est que d'après eux, les femmes ont tendance à utiliser certaines et activer certaines dimensions du leadership. Ils ont établi 9 comportements de leadership qui ont un impact positif sur leur performance organisationnelle. La prise de décision participative, l'exemplarité, l'inspiration, le développement des autres, les attentes et la reconnaissance, la communication efficace, la stimulation intellectuelle, la prise de décision individuelle et le contrôle et les actions correctrices. Les femmes leaders appliquent en moyenne, plus souvent que les hommes, 5 des 9 comportements de leadership qui améliorent la performance organisationnelle. Et en particulier 3. Le développement des autres, les attentes et la reconnaissance, l'exemplarité. Et un peu plus chez les femmes, mais pas autant que les 3 premières, l'inspiration et la prise de décision participative. En pratiquant davantage ces comportements, les femmes leaders participent au renforcement des dimensions suivantes: les valeurs, l'environnement, la responsabilité et le leadership, et le management d'équipe. Pour les hommes, ils pratiquent davantage le contrôle et l'action correctrice. Personne n'est surprise. Et la prise de décision individuelle. Et en pratiquant davantage ces dimensions, selon McKinsey, les hommes favorisent les dimensions coordination et contrôle et ouverture sur l'extérieur. Alors, je trouve ça intéressant, cette analyse du cabinet McKinsey, mais que je vais quand même pondérer. Parce que pour moi, le leadership n'est ni masculin ni féminin. Le leadership, c'est universel. Simplement, il y a des stéréotypes qui existent en raison de la construction sociale du genre masculin et du genre féminin, et qui attendent des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils se trouvent en position de leader, appuient et activent certaines dimensions. Et pour moi, c'est ce qui peut expliquer l'étude de McKinsey. Parce que nous savons tous qu'il y a des femmes qui ont des influences dures et des hommes qui ont des influences douces. Par contre, les organisations attendent des hommes et des femmes qu'ils se comportent d'une certaine façon. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour avoir un tel résultat, c'est qu'il y a une différence entre le leader et le leadership. Le leadership qui est une influence universelle qui n'est pas genrée, et le leader qui est la personne qui incarne cette influence et qui s'en saisit, et qui là va relever de stéréotypes.
Le leader, qu'il soit un homme ou une femme, il va se comporter selon la culture organisationnelle. Parce que le leadership vient et implique un phénomène de reconnaissance sociale. Je ne peux pas décider que je suis leader tout seul. Si je décide que je suis un leader et que je l'impose aux autres, je deviens dictateur. N'est-ce pas? Le leadership passe par ce phénomène de reconnaissance sociale, ce qui implique que la culture organisationnelle dans laquelle je suis doit me reconnaître dans mon leadership et qu'elle ne doit pas enfermer les hommes et les femmes dans des dimensions de leadership stéréotypées, en disant que les hommes sont autoritaires et que les femmes sont douces et dans l'écoute. N'est-ce pas que c'est un stéréotype? Mais d'où ils viennent ces stéréotypes de genre qui ont un impact sur le leadership? Ils viennent de l'éducation. Et l'éducation, c'est une programmation. Et la programmation entre les hommes et les femmes n'est pas la même. La programmation entre les petits garçons et les petites filles n'est pas la même. On ne va pas activer les mêmes dimensions. On dit aux petites filles, ne salis pas ta robe et reste sage. Et on dit aux petits garçons, vas-y, tu peux t'amuser, va te battre. N'est-ce pas? Oui. Donc il y a cette éducation qui est une programmation et qui explique pourquoi, après, quand on est en position de leader, qu'on soit un homme ou une femme, on ne va pas activer la même chose quand on influence, parce qu'on sait qu'il y a des attentes sociétales qui sont très fortes. Et parce qu'on apprend, on comprend que pour que je sois leader, il faut que je sois reconnu par les autres. Et donc, pour être reconnu par les autres, je vais essayer de me conformer dans ce que les autres vont attendre de moi, pour être inclus et intégré. Et c'est ce qui fait que hommes et femmes, même inconsciemment, même quand on ne le veut pas, on a tendance à se conformer aux attentes stéréotypées, sociales et organisationnelles. Donc, il est très important d'adresser ce thème du leadership parce qu'il est important de comprendre pourquoi les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses à ces postes de direction, aux postes de pouvoir. Les femmes, dans l'histoire de la civilisation occidentale, sont peu souvent considérées comme des interlocutrices privilégiées. Elles sont peu présentes dans les lieux de pouvoir. Elles sont peu présentes dans ces endroits où l'on va décider de l'argent, on va décider d'une vision de la société, où l'on va pouvoir établir des lois qui vont avoir un impact sur la vie quotidienne. Où sont les femmes dans les assemblées? Il est intéressant de revenir d'ailleurs à l'étymologie du mot assemblée. Ça veut dire tenir un propos. Donc ça veut dire être capable de rentrer dans une conversation qui est une forme de dialogue. Combien de femmes ici n'ont-elles pas fait l'expérience d'avoir la parole coupée en pleine réunion? Dans les assemblées, qui sont des formes justement de dialogue. Comme si les femmes n'avaient pas le droit de prendre part à finalement cette conversation politique, qui est la conversation par excellence. La conversation politique au sens étymologique du terme. Polis, qui veut dire la cité en grec. Donc prendre part à l'assemblée politique, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans les conversations. Rentrer dans les conversations où on va parler des choses importantes, qui ont un pouvoir décisionnel.
Voilà pourquoi on dit que les hommes parlent, mais que les femmes bavardent. Seuls les hommes sont capables d'avoir cette conversation politique. Et les femmes, quand elles parlent, on va diminuer, c'est du bavardage. Et ça vient de ce stéréotype-là, qui vient du fait que ce sont les hommes qui, historiquement et sociologiquement, ont construit les institutions. Ce sont eux qui ont construit la conversation politique. Et quand les femmes veulent rentrer dedans, en général, c'est difficile. Il y a de la compétition, et les femmes rentrent dans des institutions dont elles n'ont pas été les architectes. Ça prend du temps de comprendre comment ça marche. Ça prend du temps de pouvoir évoluer, ce qu'on appelle naviguer dans les environnements complexes. Et les hommes gardent entre eux la conversation politique, l'assemblée, là où on tient le dialogue, là où on décide. Et les femmes essayent de rentrer dans ces conversations. Et que je sois au Brésil, ou que je sois au Maroc, ou que je fasse un séminaire pour les femmes en Asie, les femmes disent toujours la même chose. On ne m'écoute pas. La parole d'une femme n'a pas le même poids politique. La conversation politique, qu'est-ce que c'est que la conversation politique? C'est la conversation civilisationnelle. Qu'est-ce qu'une civilisation? Une civilisation représente un état plus ou moins stable d'une société qui a quitté l'état de nature et a acquis un haut développement, qui offre des possibilités de développement à ses membres. Autonomie, écoute et développement. La question que je vous pose est la suivante. A-t-on vraiment quitté l'état de nature si on n'implique pas la totalité du genre humain dans la conversation politique par excellence? Celle qui civilise, celle qui garantit un état de civilisation, c'est-à-dire une dynamique de développement et d'empowerment à tous ses membres. C'est une question importante et essentielle dont l'enjeu est démocratique et sociétal. Une civilisation correspond à un ensemble transmissible de valeurs intellectuelles, spirituelles, éthiques, politiques, artistiques, un ensemble de connaissances et de réalisations qui caractérisent une étape des progrès d'une société en évolution. La civilisation désigne un processus qui rend les individus plus sociables et qui est censé favoriser une dynamique positive de singularisation. Je suis reconnue comme une personne parce que je suis reconnue comme un sujet de droit. Et elle garantit aussi l'autonomie participative. Je peux participer à une dynamique sociétale et culturelle et politique de la société dans laquelle je vis en tant que sujet de droit. Quid de ces processus appliqués aux femmes? Ces processus qui définissent ce que c'est qu'une civilisation.
Quelles valeurs transmettre dans la société si les femmes sont exclues de la conversation politique par excellence, c'est-à-dire de la conversation civilisationnelle? Comment peuvent-elles y prendre place? L'anthropologue Margaret Mead disait: on peut affirmer que dans la mesure où un sexe est désavantagé, toute la civilisation s'en trouve appauvrie. Et que le sexe qui semble dominer le monde n'en domine qu'une faible partie. Plus saine est une civilisation, dans toutes ses parties, plus le seront tous ses membres, hommes, femmes et enfants. Et c'est ce processus de civilisation qui est vecteur d'humanisation d'une société et qui garantit une évolution positive individuelle. Le politique, comme espace de dialogue, doit garantir l'expression de notre humanité qui est définie par un processus de socialisation. Et quand je parle de politique, bien sûr, je parle des assemblées, je parle de faire partie de ces endroits où on peut discuter, on peut tenir dialogue. Or, dans la civilisation occidentale, et nous en sommes le résultat, les femmes ont été considérées comme des actrices mineures de la démocratie. Elles ont été infantilisées, sous-estimées par des logiques d'exclusion patriarcales et unigenrées. Même, et je remonte à un 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsque des femmes avaient défendu une cité parce que les hommes étaient partis à la guerre, elles avaient voulu demander le statut de citoyenne et on leur avait dit que c'était pas possible parce qu'elles n'avaient pas d'Andrea. Elles n'avaient pas les attributs de l'identité masculine. Et on leur a dit, en défendant la ville, vous n'avez fait qu'imiter les hommes. Cet exemple, ce vieil exemple de quelques siècles avant Jésus-Christ, n'est pas si finalement vieux que ça. Quand les femmes sont exclues des lieux de pouvoir, quand les femmes ne peuvent pas discuter, quand on coupe la parole des femmes en réunion, quand les femmes ne peuvent pas exprimer leur leadership, quand on les empêche de rentrer, de prendre part à la conversation. Dans l'histoire de notre civilisation telle qu'elle est décrite, dans les manuels scolaires par exemple, les femmes sont globalement montrées comme des actrices mineures. Leurs actions sont soit totalement invisibles et n'existent pas, ou alors elles sont sous-estimées. Elles ne sont pas intégrées comme des actrices qui apportent quelque chose à la civilisation et qui prennent partie, qui font partie prenante de la civilisation comme actrices et pas comme destinataires. Il y a donc une équation identitaire entre les hommes et les femmes qui n'est pas basée sur les mêmes axiomes. Et on nous fait croire que
que le masculin, dans ce contexte-là, se construit en opposition au féminin et que le féminin se construit en opposition au masculin. C'est une construction culturelle et sociale qui est le produit de la domination extra-biologique d'un genre sur l'autre. Les hommes et les femmes ne sont pas opposés. Il n'y a pas de rapport de force métaphysique, naturel entre les hommes et les femmes. Nous faisons tous partie du genre humain. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si les hommes et les femmes naissent égaux par nature, ils deviennent inégaux par la culture. Et c'est ça le point. C'est cette inégalité qui a été construite par la culture. Et même les femmes, parfois, certaines d'entre elles pensent que c'est naturel. C'est quand on a fini par intégrer le sexisme et la misogynie, à force de baigner dedans. Mais les femmes ne sont pas le contraire des hommes et les hommes ne sont pas le contraire des femmes sur ce plan-là, sur le plan de la nature. Il y a une différence biologique, mais c'est tout. Elle est liée à ce qu'on appelle la différenciation sexuelle sur le plan biologique. Et les sciences cognitives, aujourd'hui, vous montrent qu'il y a autant de différences entre deux cerveaux d'hommes que deux cerveaux de femmes ou qu'entre un cerveau d'homme et de femme. Donc les différences biologiques n'ont aucune importance sur le plan social et culturel. C'est une construction qui est liée à un rapport de force et de domination. Il n'est pas fondé par la nature. Et même si vous lisez la préhistoire, et si vous lisez les dernières recherches sur la préhistoire, vous verrez que ce qu'on vous raconte sur l'homme qui chassait le mammouth pendant que la femme restait tranquillement dans la caverne à faire les tâches domestiques, c'est une invention sociologique et culturelle. Parce que les premiers scientifiques qui ont et qui se sont penchés sur la préhistoire, c'était des hommes. Donc ils ont inventé le récit qu'ils voulaient. Or, dans notre société, la seule chose qui compte, ce sont les histoires que l'on raconte. Ce sont les récits. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir de l'histoire. C'est celui qui raconte un récit et qui oblige les autres à le croire. C'est ça le pouvoir. Revenons à l'invention de la démocratie grecque. J'aime bien les Grecs. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'eux. En 507 avant Jésus-Christ, on a inventé cette fameuse démocratie grecque. À l'époque, pour être citoyen, il fallait être né de parents athéniens. Et devinez qui avait le droit d'être citoyen? Les hommes. Bien sûr, pas de surprise, n'est-ce pas? C'était des individus qui avaient plus de 20 ans et qui étaient nés de parents athéniens et qui pouvaient donc être citoyens. Et qui donc pouvaient faire quoi? Ils pouvaient prendre part à ce qu'on appelait l'ecclésia. Ils pouvaient siéger au niveau de l'ecclésia. L'ecclésia, c'est l'assemblée du peuple. C'est là où on tient parlement. C'est là où il y a la conversation politique. Or,
Je vous ai dit que c'est la conversation politique qui crée la civilisation. Et si je ne peux pas prendre part à la conversation politique, je ne peux pas prendre part à la civilisation. Et la démocratie grecque reposait sur 3 critères qui étaient la devise de la ville d'Athènes. Isonomia, l'égalité devant la loi. Iségoria, l'égalité de la parole. Et là, je dirais que pour avoir l'égalité de la parole, il faut avoir accès à la conversation. Il faut encore pouvoir prendre part à la conversation. Et isokrateia, l'égalité de pouvoir. Est-ce que les femmes ont pu accéder à la parole et à l'égalité de pouvoir? Non. Elles n'étaient pas intégrées dans cette conversation politique qui crée la démocratie et qui crée la civilisation. Et les Grecs avaient séparé la sphère publique de la sphère du privé. La sphère publique, c'était cette sphère politique, et c'était seule cette sphère politique qui donnait un véritable accès à la société. C'était seul le fait de participer à l'espace politique qui donnait un sens et une valeur à la vie. Et devinez qui était dans la sphère du privé. Dans la maison, domus, la maison, qui va donner domestication. Les femmes, avec les enfants, avec les vieillards et avec les esclaves. Bien sûr. Et les femmes, avec les vieillards, avec les enfants, n'avaient pas droit à l'accès politique, qui seul donne une importance à la vie humaine. Être vivant, biologiquement parlant, n'apporte aucune valeur. Ce qui donne la valeur, c'est tout ce que les aspects extra-biologiques peuvent nous apporter. Les institutions politiques, la culture, les arts, la science, tout ce qui n'est pas codé par les gènes. Et que l'éventail des civilisations a créé. Et chaque civilisation a une proposition extra-biologique différente, c'est-à-dire a sa propre façon de créer des institutions, de créer des politiques, à sa propre façon de donner du sens à la culture, à son propre rapport à la science. Chaque civilisation a une forme, donne une forme extra-biologique particulière à la société humaine. Et je pense toujours aux travaux de Hannah Arendt, qui a beaucoup travaillé sur cette dimension de l'espace politique et de l'espace privé, qui justement rajoutait cette dimension et disait que l'espace commun, l'espace politique, l'espace public, c'est la seule chose qui permettait de créer un monde commun. Est-ce que les femmes qui restent à la maison et qui sont obligées de garder leurs enfants et qui ne peuvent pas prendre de poste de dirigeante, d'exécutive, est-ce qu'elles prennent part alors à la conversation politique? Est-ce qu'elles ont un impact sur la civilisation? Est-ce que leur vie a la même valeur que la vie d'un homme? Je vois des têtes qui disent non. On appelle ça aujourd'hui la charge mentale, parce que c'est une façon de relooker ce que les femmes grecques vivaient déjà. Mais entre la charge mentale des femmes grecques dans leur maison et la charge mentale des femmes aujourd'hui, finalement, on n'a pas beaucoup bougé les lignes. Les femmes n'ont toujours pas pris part à la conversation politique. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu d'équité. Il y a un enjeu de justice sociale. Un espace organisationnel, un espace sociétal dans lequel il n'y a qu'un seul genre qui décide des budgets, qui décide des politiques publiques, qui décide de la justice, qui pratique la justice. C'est pas vraiment une civilisation.
c'est toujours l'expression du rapport de pouvoir d'un genre sur l'autre genre. Donc les femmes ont besoin de pouvoir participer et contribuer à la conversation civilisationnelle, à la conversation politique, et de pouvoir, elles aussi, apporter leur vision, décider. Le leadership, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est genré. Mais on peut voir à travers l'histoire de la société occidentale, et je vous ai donné l'exemple de la démocratie grecque, parce que la démocratie, c'est extrêmement important. Mais dès les origines de la démocratie, les femmes ont été exclues de l'espace commun, de l'espace politique et de l'espace public. Et on n'a toujours pas l'égalité salariale. Ça veut dire que la valeur de ce que fait une femme n'a toujours pas la même valeur que ce que fait un homme. Et les femmes ne siègent pas dans les lieux de pouvoir. Elles ne peuvent toujours pas faire partie de cette conversation civilisationnelle. Voilà pourquoi c'est un véritable enjeu que les femmes puissent être en position de leadership. Parce que cela relève d'une question de civilisation. Et avoir plus de femmes dans un environnement, c'est apporter plus de diversité. C'est apporter une autre façon de faire. C'est apporter une vision du monde. Et lorsque les hommes restent entre eux, ils restent dans ce qu'on appelle l'entre-soi. Ils restent dans la cooptation naturelle. Parce que dans cette civilisation occidentale, telle qu'elle a été construite, les hommes, en s'accaparant l'extra-biologique, en s'accaparant l'espace politique, ils ont réussi à incarner l'humanité avec un grand H. Quand un homme parle, il parle de point de vue universel. Il représente l'humanité. Quand une femme parle, elle parle d'où, à votre avis? Elle parle depuis sa féminité. Elle parle depuis la marque biologique du genre féminin. Oui. C'est pour ça, et vous m'excusez, messieurs, d'abord je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Je vous rassure, vous n'y pouvez rien, tout ce que je raconte. Vous êtes le produit historique de ce processus. Mais quand les hommes parlent entre eux, ils sont protégés par tous ces siècles d'histoire. Ils représentent la toile universelle de la norme. Et quand un homme parle, il parle depuis une pseudo-universalité. Quand un homme parle, on ne lui dit pas « vous dites ça parce que vous êtes un homme ». Quand une femme parle, elle va essayer de parler depuis l'universalité. Elle va essayer de démontrer qu'elle est un être humain, qu'elle fait partie de la conversation politique, qu'elle fait partie de la civilisation, qu'elle fait partie du Boys Club. Elle va essayer de le montrer et elle va perdre une énergie incroyable à vouloir le montrer. C'est pour ça que les femmes doivent se libérer du besoin de la libération. Ça veut dire quoi, se libérer du besoin de la libération? Ça veut dire arrêter de vouloir démontrer aux autres qu'on est un être humain. Arrêter de vouloir démontrer aux autres que nous aussi, on fait partie de la conversation politique et universelle. Mais messieurs, c'est très dur quand on est une femme, ça. Pourquoi est-ce que c'est dur? Parce qu'on n'est pas suffisamment nombreuses. Et qu'une femme, dans les lieux de pouvoir, elle est considérée comme une sorte de curiosité anthropologique.
une sorte d'animal étrange, comme un peu un animal à plumes. Parce qu'elle est la seule. Parce qu'elle est la seule. Et donc, comme elle est la seule, elle va avoir sur quoi? Elle va avoir sur elle quoi? Le zoom de la minorité. Et ça vaut pour les femmes, mais ça vaut pour tous les hommes qui font partie de la minorité. Il y a ce qu'on appelle le seuil sociologique de 20%. Et quand une population est en dessous de ces 20%, elle ne peut influencer le groupe majoritaire. Elle va être perçue, ou il va être perçu, ce groupe de personnes va être perçu, que ce soit des hommes ou des femmes, comme faisant partie de la minorité. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait partie de la minorité? On dépense une énergie énorme à vouloir se faire intégrer. On se suradapte. Et en essayant de se suradapter, parfois, on peut perdre son âme. On peut perdre son identité. On peut perdre son essence. Ça s'appelle le burn-out. Oui. Parce qu'on passe notre temps à vouloir s'adapter à une culture organisationnelle qui ne m'a pas reconnue. Et je vous ai parlé, exprès, j'ai donné les chiffres de McKinsey, je vous ai parlé de la démocratie grecque pour vous donner des repères. Et pour que l'on puisse comprendre que ce qui compte pour un écosystème, c'est qu'il n'y ait plus des personnes qui perdent un temps extraordinaire à vouloir s'adapter au code de la culture dominante. Parce que pendant que ces personnes s'adaptent au code de la culture dominante, elles ne peuvent pas contribuer ni exprimer leur leadership. Ces personnes-là ne peuvent pas exprimer tout leur génie personnel. C'est pour ça que lorsqu'une femme parle dans une réunion, qu'est-ce qu'elle va faire si elle est la seule? Elle va se transformer en terminateur de l'excellence. Elle ne va parler que pour dire des choses intelligentes. Parce qu'elle sait qu'elle a le zoom sur elle. Et c'est la même chose pour un homme qui fait partie des minorités. Si parmi une assemblée d'hommes blancs, il n'y a qu'un seul homme noir, il va avoir le même effet de zoom qu'une femme parmi des hommes. Dès qu'on est dans ce contexte de minorité, on a le zoom sur nous. Et c'est pour ça que c'est extrêmement stressant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument de la mixité, parce que la mixité, qui est le précurseur de la diversité, va permettre d'enlever ces effets de stress. Et pendant que je suis stressée et que j'essaye de m'adapter au code de la culture dominante, je ne peux pas exprimer tout mon potentiel. Je ne peux pas contribuer au monde. Je ne peux pas contribuer à la civilisation. C'est une perte pour moi, mais c'est une perte pour la société. Voilà pourquoi il faut des environnements qui intègrent la mixité, qui intègrent la diversité, pour que finalement la différence individuelle soit minorée et que pour véritablement la démocratie grecque, telle que je l'ai décrite, telle qu'elle était à l'origine, soit effective et devienne vraiment une conversation politique, une conversation civilisationnelle, une conversation au cours de laquelle on peut vraiment contribuer à la société, à l'administration, au monde. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire qu'il y ait plus de femmes dans les postes de pouvoir. Parce qu'il faut changer l'écosystème. Il faut que les femmes deviennent des architectes. Il faut que les personnes, et pas que les femmes, il faut que les personnes qui appartiennent à des minorités puissent aussi devenir des architectes de la démocratie. Parce que ces personnes-là deviendront des architectes de la conversation civilisationnelle.
Mais il y a un point qu'on a tendance à oublier. C'est la compétition. Il y a de la compétition. Et la compétition, ça crée de la résistance. Et quand je suis à un poste de pouvoir et que j'ai une grosse part du gâteau, pourquoi est-ce que je le partagerai? Je n'ai aucun intérêt à partager le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai commencé mes propos en vous parlant de McKinsey. Parce que l'égalité n'est pas attractive. Oui, on parle des vraies choses ici. L'égalité, c'est pas attractif. C'est un très beau principe philosophique. Et on pourrait en parler pendant des heures. Mais l'égalité n'est pas attractive. C'est pour ça que quand on va parler d'égalité, d'équité, quand on va parler d'égalité et d'équité, on commence par des stats. On commence par des cabinets qui sont hyper connus parce qu'ils sont sérieux et que donc si vous disent que c'est important qu'il y ait des femmes, vous allez les écouter. C'est ce que j'ai fait. J'aurais pu ne pas le faire, mais vous ne m'auriez peut-être pas écouté de la même manière. Donc, il est très important, pour plus que les femmes justement stressent quand elles parlent, quand on leur coupe la parole, qu'elles puissent participer à tous les lieux de pouvoir et qu'elles puissent amener d'autres femmes et d'autres minorités dans les lieux de pouvoir. Et quand les femmes sont seules, je leur dis souvent, faites comme si vous n'étiez pas une femme. Qu'est-ce que ça veut dire, faites comme si vous n'étiez pas une femme? Ça veut dire, faites comme si vous n'étiez pas une femme perçue sous un stéréotype de genre. On sait ce que ça veut dire, nous les femmes, ça. Autorisez-vous à dire n'importe quoi. C'est subversif. Vous n'êtes pas obligé de parler que pour dire des choses intelligentes. Les hommes ne le font pas. Pourquoi le feriez-vous? C'est ça, l'égalité, mesdames et messieurs. C'est aussi avoir cette liberté de parole et que les hommes et les femmes puissent parfois parler sérieusement, mais parfois dire n'importe quoi. Mais quand on fait partie de la minorité, quand on représente, on appelle d'ailleurs, on le voit dans ces logiques intersectionnelles, souvent les femmes sont à l'intersection de plusieurs difficultés. Quand on a toutes ces strates, c'est très difficile de s'en libérer. Et pour ça, il faut des alliés. Et la seule chose qui soit intéressante, c'est que les hommes et les femmes sortent des stéréotypes qui les enferment. Que les hommes sortent des stéréotypes de la masculinité toxique, des stéréotypes du leadership masculin où quand on est un homme, on ne pleure pas, on ne montre pas son émotion. On est obligé de montrer qu'on est le contraire d'une femme. Ça, c'est n'importe quoi. Nous sommes tous des êtres humains. Et il faut que les hommes et les femmes puissent créer ensemble une nouvelle civilisation. En fait, une véritable civilisation, parce que quelque part, elle n'a pas encore eu lieu. Tant qu'un genre domine l'autre genre, il n'y a pas de civilisation. Tant qu'une partie de la population détient toutes les richesses, a accès aux lieux de pouvoir, ce n'est pas une civilisation. Ce sont juste des rapports de force. Donc, moi je vous invite, messieurs, à accepter les femmes dans la conversation politique et civilisationnelle et à créer ensemble un autre type de civilisation. Une civilisation démocratique, où bien sûr il y aura de la compétition, mais on sait que la coopération est la meilleure façon de réguler la compétition.
Et vous qui êtes au plus haut niveau, c'est votre responsabilité de le faire. Quel type de société voulez-vous créer? Quel type de démocratie? Et vous êtes à un moment important de votre histoire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous êtes à un moment important de votre histoire, de ce beau pays qu'est le Brésil. Un des pays les plus métissés au monde. Quelle richesse vous avez! Qu'est-ce que vous faites de cette richesse? Vous avez la possibilité de créer une civilisation extraordinaire, une démocratie extraordinaire qui servira d'exemple au monde entier. Parce que vous êtes un pays avec des personnes qui viennent du monde entier. Vous êtes métissés. Et le métissage, sur le plan génétique, c'est l'innovation et la richesse. Alors pourquoi ce métissage-là ne se retrouve pas dans la conversation politique? Pourquoi il ne se retrouverait pas dans la civilisation? Donc vous avez cette possibilité. Et il ne faut pas croire que ce que j'ai raconté, c'est quelque chose qui va rester pour toujours. Cette conception de la société, c'est un processus. Et un processus, ça se construit. Un processus, ça se déconstruit. Et parfois, on continue à croire à ce rapport de force parce qu'on nous fait croire que les choses ont toujours été comme ça. Que la culture, c'est de la nature. Or, la culture, ce n'est pas de la nature. Et je dis tout souvent aux femmes, mesdames, nous n'avons toujours pas le gène du fer à repasser. Ce n'est pas codé génétiquement de repasser des chemises. Ce n'est pas codé génétiquement de descendre les poubelles. Et je dis aux femmes, mais mesdames, ne soyez pas naïves. Comment est-ce que vous pouvez croire que les hommes sont hyper compétents pour travailler les budgets, pour construire la stratégie du monde et des sociétés, mais sont incompétents quand il s'agit de sortir une poubelle? C'est d'une naïveté incroyable. Et je prends ces exemples qui sont amusants, bien sûr, pour montrer comment cette construction extra-biologique entre les hommes et les femmes nous ont amené à des absurdités, à croire que les hommes peuvent penser le monde, mais ne peuvent pas descendre une poubelle. Et que si les femmes peuvent descendre une poubelle, elles ne peuvent pas penser le monde. C'est une absurdité. Mais on comprend mieux comment ça s'est construit. Donc, il faut pour ça que les hommes aillent peut-être un peu plus dans la domus, dans l'espace de la maison. Prennent une place qu'ils n'ont peut-être pas prise, et que les femmes aillent plus dans la conversation politique, dans les lieux de pouvoir. Il y a quelque chose à rééquilibrer. N'est-ce pas? Et alors là, il y aura vraiment un équilibre, et à la maison, et dans la sphère privée, et dans la sphère politique. Et quand on atteindra cet équilibre entre la sphère privée et la sphère politique, alors on sera une civilisation. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. « 5 minutes. Donc, je pense que vous avez compris tous les enjeux du leadership. Le leadership, ce n'est pas masculin, ce n'est pas féminin, c'est universel. Les sociétés dans lesquelles nous sommes ne sont pas véritablement des civilisations. Et accepter que les femmes rentrent dans les lieux de pouvoir, c'est accepter une société qui reflète la diversité de l'espèce humaine. Et je vous dirais que ça ne se fait pas de manière naturelle. En France, on a mis en place des politiques publiques. Et je finirai justement là-dessus. En 2011, on a eu la loi Copé-Zimmermann pour qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration.
Avant la loi Copé-Zimmermann, quand on disait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans les conseils d'administration, les hommes disaient on ne sait pas où elles sont. Il n'y a pas de femmes. On ne sait pas, elles ne sont pas visibles. Après la loi 2011, hop, comme par magie, les femmes sont apparues. Elles sont sorties de l'invisibilité. Parce que la sphère, mesdames, la sphère du privé, dans la sphère du privé, on est invisible. Dans la sphère du privé, tout le travail domestique n'a aucune valeur. Donc, on a eu cette loi. Et on a mis une autre loi, récemment, en décembre 2021. La loi Rixin. Cette loi, maintenant, va obliger à ce qu'il y ait une représentation égale des genres au niveau des comités exécutifs et des comités de direction, là où on parle argent, là où on parle budget, là où on a un impact sur les politiques publiques, là où on peut avoir ensuite un impact sur la vision de la société, parce que vous savez très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le pouvoir. Il y a deux choses qui sont le pouvoir. La parole, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et posséder les ressources, c'est posséder le pouvoir. Donc, on a rajouté, en décembre 2021, donc ça va bientôt être les 1 an de la loi, cette obligation pour qu'il y ait des femmes maintenant dans les comités exécutifs, dans tous les organes de pouvoir. Et vous allez voir que les femmes vont apparaître d'un seul coup, alors qu'elles n'y étaient pas. Et tout le débat sur « mais moi, je ne veux pas être une femme quota ». J'entends ça des femmes, je ne veux pas être une femme quota. Je ne veux pas qu'on me dise parce que j'y vais à cause d'une politique publique. Mesdames, il ne faut pas être naïve. Pendant des siècles, les hommes ont fait la politique des quotas entre eux. On appelle ça la cooptation. Et il n'y a pas de pourcentage. Ça s'est fait de manière naturelle, parce qu'ils ont accaparé la toile universelle de la norme. Parce que l'homme avec un petit h représente l'humanité avec un grand H, alors que le mot femme veut dire femelle et épouse. Oui, on vient de loin. Mais il faut avoir conscience de tout cela. Donc, les politiques publiques sont des leviers extrêmement importants. Les quotas, et d'ailleurs les quotas qu'on applique maintenant, nous, dans le secteur privé, on l'applique dans le secteur public. Donc c'est possible. Ce n'est pas que les organisations privées. Donc les quotas sont des moyens pour faire changer un système qui, si on attend qu'il change de manière par croissance naturelle, ne changera pas. Donc il faut mettre des politiques publiques fortes. Ce sont des moyens et ce ne sont pas des finalités. C'est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que le jour où l'écosystème est complètement divers, on n'a plus besoin des quotas. C'est un moyen pendant un temps déterminé. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et que si on n'a pas la volonté de booster le système, il ne va pas changer. L'histoire nous montre qu'on peut attendre pendant des siècles et des siècles. Donc, il y a une question de justice sociale et démocratique aujourd'hui. Donc, il est important que les hommes et les femmes prennent conscience de ce qu'est vraiment une civilisation. Il faut toute une pédagogie positive autour de ces thèmes. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à la co-construire ensemble, parce que l'homme et la femme sont les deux visages de l'humanité. Merci. Será dado início aos debates. E para a mediação, tem a palavra a senhora doutora Manuelita Hermes. E felicidade ouvir as palavras da Gisele, que tem a capacidade de nos surpreender
Eu estou aqui em companhia de Pamela, colega nossa aqui da SGE. Nós fizemos um curso da Gisele de liderança feminina na mesma turma. E eu acredito que Pamela compartilha neste momento da mesma sensação minha, de surpresa, como ela ainda consegue nos surpreender, mesmo depois de uma semana intensa de curso, mesmo depois do livro, e ela traz essa palestra, essa exposição profunda e arrebatadora. Muitíssimo obrigada, professora. Eu tenho aqui algumas questões. Vou começar com a primeira, Simone Cardoso, aqui do Supremo, e ela pergunta à professora Gisele: em que medida as próprias mulheres corroboram com a manutenção do silêncio que as priva de se sentarem às mesas para decidir? Si on garde le silence, on ne peut pas contribuer. C'est une évidence. Et pour contribuer, il faut que les femmes sortent de l'ombre. Il faut que les femmes arrêtent d'être des exécutantes. Les femmes confondent l'excellence opérationnelle avec le leadership. Faire preuve de leadership, c'est rentrer dans la conversation politique. C'est rentrer dans l'espace public. C'est sortir des coulisses. C'est rentrer dans le jeu. C'est accepter de prendre des décisions qui ne font pas l'unanimité. C'est accepter d'être jugé. Oui, on peut souffler. Et je dis souvent aux femmes, au travail, on n'est pas là pour être aimé. Vous voulez être des leaders? Il faut que vous acceptiez d'être détesté et de rester cool. Ça fait partie des règles du jeu. C'est ce qui explique que les hommes, n'est-ce pas, messieurs, vous pouvez vous disputer dans une réunion, dans une cour, à la Cour suprême peut-être même, et aller boire un verre après. Ça fait partie des règles du jeu. Mesdames, si vous vous disputez, vous n'irez pas boire un verre après. N'est-ce pas? Parce que vous confondez le jeu, J-E, et les jeux organisationnels, J-E-U-X. Et c'est normal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On n'a pas créé les règles du jeu. Et quand on n'a pas créé les règles du jeu et qu'on est minoritaire, c'est très difficile d'être à l'aise avec ça. Or, nous sommes tous des connexions. Et la réussite individuelle est collective. Donc, ce qui est très important pour les femmes, c'est d'avoir des stratégies d'alliance. C'est-à-dire de sortir de l'ombre et d'aller discuter. Et quand on me dit, mais ça veut dire quoi être politique? C'est une question que les femmes me posent souvent, quels que soient les continents. Je dis, c'est très simple. C'est boire du café et du champagne. C'est tout. Ça veut dire discuter, prendre le temps de parler. Je dis ça de manière un peu amusée, bien sûr. Mais tout le monde comprend immédiatement quand je dis ça.
Ça veut dire sortir de l'excellence opérationnelle et arrêter de travailler pour les autres, dans l'ombre. Et pour contribuer, je dis aux femmes, ralentissez pour aller plus vite. Faites moins sur vos dossiers. Parce que, oui, personne ne va s'en apercevoir, vous allez voir. L'obsession des détails, la perfection dans les détails, est une forme de justification. On veut que tout soit parfait parce qu'on veut être intégré. Et qu'on est toujours perçu comme cette minorité. Donc, pour plus être perçu comme minorité, il faut faire comme les autres. Faire moins, sortir de son bureau, aller boire du café, du champagne. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus promu. Parce que l'excellence est un prérequis, mais ne suffit pas. Il est vrai que je suis un peu subversive. Merci. Vamos para a segunda pergunta. Achei essa fenomenal, a resposta da professora, tocante. Uma segunda pergunta que temos aqui da Flávia, do Supremo. Professora, apesar da passagem do tempo, parece que a luta pelo reconhecimento da mulher é uma luta inglória. A cada passo para frente, sempre depois há um retrocesso. Os avanços não são definitivos. Como conviver com essa questão e continuar motivado ou motivada, acrescento eu aqui, a lutar pelo reconhecimento da capacidade feminina? Pour les femmes, tout est toujours réversible. Toujours. Simone de Beauvoir l'a dit, il suffira d'une crise pour que l'on perde tous nos droits. Ça veut dire que l'humanité des femmes a moins de valeur que l'humanité des hommes. En termes de coefficient civilisationnel, en termes de coefficient extrabiologique, puisque c'est cette partie-là qui nous donne de la valeur, et pas simplement le fait d'être vivant. C'était Hannah Arendt, la philosophe, qui disait, après le procès Eichmann à Jérusalem, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, elle disait « L'humanité n'a rien vu de sacré. Dans la nudité d'un être humain. » Elle faisait référence, bien sûr, aux chambres à gaz, où les hommes et les femmes étaient nus. Le fait d'être nu, d'être biologiquement parlant un être vivant, ne suffit pas. D'ailleurs, si vous réfléchissez à ça, on dit d'un être humain qu'il manque d'humanité. On ne va jamais dire d'un animal qu'il manque d'animalité. N'est-ce pas? L'humanité est une construction extrabiologique qui repose sur des valeurs qui sont choisies. Or, la plupart de ces valeurs ont été choisies par les hommes. Les critères sont masculins. Donc, il faut
faut des politiques publiques à un niveau, mais j'allais dire macro, à un macro niveau, pour faire bouger le système. Et dans les organisations, dans les institutions, il faut veiller à l'équité et suffisamment de femmes. Il faut veiller à la mixité et à la diversité dans les processus de recrutement, par exemple, pour créer un écosystème divers. Plus l'écosystème sera divers et basé sur la diversité, moins la différence individuelle sera majorée. Plus il y a de différences, moins la différence a de l'importance. Et le genre, c'est pareil. Dans des environnements complètement mixtes, peu importe qu'il y ait des hommes et des femmes, ce n'est plus ça qui compte. Par contre, quand il y a ce seuil sociologique de 20%, alors la différence individuelle se voit. À cause de cet effet de zoom, et cet effet qui est un seuil sociologique, ce seuil de 20%, qui crée ce rapport majorité-minorité. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et une autre façon de travailler, c'est de travailler sur les modèles de leadership. Je vous ai dit tout à l'heure que le leadership, c'était pas genré, bien sûr, c'est une influence universelle, mais qui passe par un phénomène de reconnaissance sociale. Ce qu'on appelle la culture organisationnelle. Donc, ça veut dire que dans chaque institution, dans chaque organisation, il faut se poser la question des modèles de leadership. Quels sont nos modèles de leadership? Sur quelles valeurs? Sur quelles pratiques? Et là, on touche aux pratiques de leader et aux pratiques de managérial aussi. Donc, il y a plusieurs entrées sur ce sujet. L'aspect politique publique, le fait aussi, par exemple, d'avoir la sensibilité genrée du budget. Vous connaissez ça, le fait d'adresser la question du genre pour tous les budgets et pas simplement pour le ministère des droits des femmes. C'est l'approche mainstreaming de l'Europe. Le fait qu'on va aborder cette question du genre sur toutes les lignes budgétaires pour finalement créer un monde commun. Un monde commun et inclusif. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et après, dans les organisations, il faut accompagner le changement des mentalités. Il faut des formations sur le leadership inclusif, comme on fait par exemple à l'ENAP, le leadership inclusif, les femmes en position de leadership. Des formations sur les biais inconscients, les biais cognitifs. Il faut des réflexions collectives sur qu'est-ce que c'est que le bien commun. Parce que la diversité et la mixité reposent sur un respect mutuel. Respect, tolérance, bienveillance. Et là, on peut créer des systèmes ouverts, inclusifs. Donc, je dirais que c'est un niveau collectif, c'est au niveau des politiques publiques, au niveau collectif des organisations et des institutions et au niveau individuel. C'est un chemin qui se fait sur plusieurs lignes. Et bien sûr, je dirais qu'à titre individuel, il faut que les femmes soient sûres de leur propre humanité et qu'elles arrêtent de la démontrer. Les hommes finiront par s'en apercevoir que ce sont des êtres humains.
Vamos para a última pergunta, que diz um pouco com a resposta que nos foi dada, mas algo um pouco mais específico. Tiago Gontijo, aqui do Supremo, pergunta: para se avançar em uma democracia colaborativa e igualitária, a senhora considera que é necessária a atuação afirmativa do Estado, como no caso da legislação francesa, que foi citada? C'est évident. La réponse est sans appel. Il faut de la discrimination positive. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de justice sociale. Hier après-midi, j'étais justement j'étais sur une session de leadership inclusif avec des membres du Trésor. Et il disait, mais le problème, c'est qu'au recrutement, pour passer les concours, il n'y a pas suffisamment de personnes, des indigènes, ou des personnes d'autres couleurs. Comment faire pour ça? Il faut aller chercher ces personnes-là. Pourquoi? Parce que les politiques affirmatives vont compenser le hasard de la naissance. On ne choisit pas de naître pauvre. On ne choisit pas de naître dans les favelas. N'est-ce pas? Donc, la justice sociale et la démocratie, c'est de créer des formes de compensation pour que les personnes qui sont éloignées de la connaissance, éloignées du savoir, éloignées ne serait-ce que de la scolarisation, puissent avoir accès. Donc, il ne faut pas discuter. Il y a des choses qui ne sont pas à discuter. La justice sociale ne se discute pas. Elle s'applique. Et il y a, par exemple, une initiative qui a été faite par Sciences Politiques Paris. Vous savez, en France, on est très élitiste. Oui. Sur les grandes écoles. L'ENA, Sciences Politiques, Polytechnique, Centrale. Toutes ces grandes écoles-là. Et il y a eu un scandale parce que le concours d'entrée pour Sciences Politiques Paris, qui est le sciences politiques le plus prestigieux en France, eh bien Sciences Politiques est allé chercher des jeunes dans les banlieues parisiennes. Parce qu'ils ne viendront jamais à Sciences Po Paris. Quand je suis pauvre, de parents immigrés, au fin fond de la banlieue parisienne, où il n'y a que la pauvreté, la drogue, toutes les formes d'extrémisme, comment je vais arriver à Sciences Po Paris? C'est un exemple. Donc, il faut absolument avoir des politiques pour réparer le hasard de la naissance. Sinon, tout le monde choisirait de naître riche, dans une bonne situation, si on pouvait choisir. La justice sociale, c'est ça. C'est créer des politiques qui soient des formes de compensation positives. Et si ça ne fait pas l'unanimité, c'est pas grave. Il faut avoir à l'esprit le bien commun. La civilisation. Et la civilisation ne peut pas exclure ses membres. Puisque la civilisation représente un processus.
d'humanisation. Merci. Bravo, que maravilha! Tivemos essa tarde proveitosa com essa exposição tão enriquecedora e profunda, que nos instiga seguramente a refletir ainda mais. Eu agradeço imensamente a presença de cada um e de cada uma nesta tarde de hoje. Gostaria de finalizar com um profundo agradecimento à nossa professora Gisele, que aceitou o convite e nos brindou com a palestra marcante, que semeia novos pontos de liderança feminina neste tribunal. Encerramos aqui, com muita felicidade, a segunda edição do programa Diálogos com o Supremo. Muito obrigada. Merci beaucoup. C'était un honneur pour moi. Merci. Agradecemos a participação de todos. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.